Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec, financée par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada, le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable. De la forêt à la table. Un petit conseil avant de commencer l'épisode. Allez sur la page du balado La Station acéricole sur Apple, Spotify, YouTube ou n'importe quelle autre plateforme où vous écoutez vos balados et cliquez sur le bouton « Suivre ». Comme ça, tous les nouveaux épisodes vont se télécharger automatiquement sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Bon épisode! Bienvenue dans cette 3e saison de notre balado La Station acéricole. Je m'appelle Mathieu Ligny et je suis conseiller à la vie syndicale au PPAQ. Dans ce 11e épisode de La Station acéricole, on parle d'un sujet sensible mais important, les fameux chlorates. Luc Lagacé du Centre Acer nous dit tout ce qu'il y a à savoir sur ces substances chimiques. Et Serge Dubois d'Appalaches Nature nous parle des exigences des pays à qui on vend notre sirop d'érable. Pour commencer, on a demandé à Luc Lagacé de nous dire c'est quoi exactement des chlorates? Les chlorates, ce sont des contaminants qui proviennent de la dégradation de produits chlorés qui sont utilisés pour l'assainissement, comme l'hypochlorite de sodium, par exemple, qui est un assainisseur bien connu. On le connaît sous le nom de l'eau de Javel, là, donc c'est un produit très commun, et puis lorsqu'il se dégrade, il peut libérer des chlorates. Les produits chlorés sont utilisés essentiellement pour l'assainissement des surfaces en industrie alimentaire. Donc, ça peut être utilisé dans des applications très, très variées, là, différentes industries qui peuvent utiliser ces produits-là. Donc, c'est un produit très commun. Mais au Canada, est-ce qu'il y a une norme sur l'utilisation des chlorates? Les produits chlorés, comme l'hypochlorite de sodium, ne sont pas normés en tant que tels dans l'industrie acéricole. Il n'y a pas de norme qui existe sur les chlorates, les résidus de chlorate qui peuvent se retrouver dans le produit, par exemple, spécifiquement pour les produits acéricoles. Par contre, il existe des normes qui portent sur les contaminants en général, là, donc les contaminants chimiques qu'on peut retrouver dans les produits alimentaires qui ne doivent pas dépasser des seuils, par exemple, de 100 ppb ou 0,1 ppm. Là. Donc, c'est les seuils par défaut là, qui sont appliqués par Santé Canada sur les contaminants qu'on peut retrouver dans les aliments. L'eau de Javel est un produit couramment utilisé, pas seulement en érablière, mais aussi dans les maisons. C'est pas surprenant que son odeur soit associée à la propreté. Mais qu'est-ce qui reste du produit quand on l'utilise dans l'érablière? Les risques de retrouver des résidus de chlorate dans les produits acéricoles sont quand même multiples parce que c'est un produit qui est communément utilisé par les acériculteurs en érablière. Puis ça date de longtemps, là, donc les acériculteurs ont utilisé ces produits-là traditionnellement là, dans la production pour faire l'assainissement des équipements. Pour les produits acéricoles, donc, en fait, tous les surfaces qui ont été assainies par ce type de produit-là peuvent contenir des chlorates. Il y a un certain risque qu'on en retrouve, là, dépendamment des concentrations qui sont utilisées, si ça a été rincé ou non, et des fréquences d'utilisation et tout ça. Donc, il y a multiples facteurs qui peuvent expliquer les raisons pour qu'on retrouve des résidus, mais en bout de ligne, là, les facteurs sont multiples. Là. Selon l'étude qu'on a menée il y a quelques années, on a identifié quand même des risques qui étaient plus élevés de retrouver des résidus de chlorate suite à l'assainissement du réseau de collecte par tubulure, le réseau de collecte qui est utilisé pour la collecte de la sève en érablière. Non? Donc, si des produits chlorés comme l'hypochlorite de sodium, l'eau de Javel, par exemple, sont utilisés pour l'assainissement de la tubulure en érablière, les risques sont plus élevés principalement parce que ce réseau-là est beaucoup plus difficile à rincer que n'importe quel autre équipement. Donc, ça pose un risque supplémentaire. Là. Donc, c'est pas toujours la même chose pour les autres équipements. Dans la cabane à sucre, par exemple, des réservoirs, la tuyauterie qu'on retrouve dans la cabane sont plus faciles à rincer. On a toujours besoin de faire un rinçage, évidemment, pour tous ces équipements-là, mais ces équipements-là sont mieux contrôlés là, lorsqu'ils sont localisés dans la cabane à sucre.
Une des particularités de la sériculture qui ajoute au problème, c'est que les résidus qu'on peut retrouver dans la sève, par exemple, les chlorates qu'on peut retrouver dans la sève, ils vont subir des étapes de concentration au fur et à mesure qu'on avance dans la transformation de la sève en sirop. Donc, les étapes de concentration, d'évaporation, tout ça va faire en sorte que le résidu va se concentrer à la fin puis dépasser les limites qui sont autorisées pour le sirop. Donc, on pourrait avoir, par exemple, des concentrations qui sont très, très faibles, même indétectables dans la sève et le producteur peut penser que la sève va être de bonne qualité, qui ne contient pas de résidus, il n'y a pas d'odeur particulière ou quoi que ce soit. Mais après avoir passé dans le processus de concentration et d'évaporation, on peut se retrouver avec des résidus qui dépassent les normes. Donc ça, c'est une particularité de la sériculture qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les produits alimentaires et c'est ce qui ajoute un peu à la complexité du dossier là, avec les chlorates. Ici, c'est important que les producteurs qui nous écoutent comprennent qu'il y a des risques liés à l'utilisation des chlorates. Mais c'est des risques qu'on n'a peut-être pas besoin de prendre. Ce serait quoi les meilleures pratiques à adopter si un producteur veut réduire au maximum son risque d'avoir des résidus de chlorate dans sa cabane? Bon, les meilleures pratiques qu'on peut utiliser là, pour l'assainissement de la tubulure en érablière, c'est d'utiliser l'alcool isopropylique à 70 %. Donc ça, c'est un produit qui a été mis de l'avant là, il y a quelques années, peut-être plus qu'une dizaine d'années là, en acériculture. Puis une bonne majorité de producteurs savent comment l'utiliser, ils en ont confiance, puis ils n'ont pas de problème avec ce produit-là. On a montré l'efficacité et l'absence de résidus également avec ce produit-là. Donc ce seraient les meilleures pratiques à utiliser là, pour l'assainissement de la tubulure en forêt. Il n'y a pas de raison que les producteurs ne puissent pas utiliser l'alcool isopropylique, par exemple, pour l'assainissement de la tubulure, parce que c'est un produit qu'on a analysé, qui a été bien étudié, puis il est sans risque ou pratiquement pour le type de contamination qu'on observe. Mais pour les produits chlorés, je pense que s'il y a des producteurs qui l'utilisent encore, c'est parce que traditionnellement, ils l'ont utilisé. Ça faisait partie de leur pratique. Ils n'ont peut-être pas eu toute l'information non plus qui a circulé par rapport aux alternatives qui ont été développées durant les dernières années. Là. Donc, c'est principalement, je pense, la seule raison là, pourquoi les gens continueraient d'utiliser des produits chlorés là, pour l'assainissement de la tubulure en forêt. Pour adopter les meilleures pratiques en matière d'assainissement, il y a plein de sources d'informations disponibles. Il y a le cahier de transfert technologique en acériculture, les formations du Centre ACER sur l'assainissement et la qualité. Il y a des articles dans les outils d'information des PPAQ, comme l'Info Siro et le magazine Forêt de chez nous. Il y a les clubs d'encadrement et les conseillers acéricoles qui sont aussi disponibles pour accompagner les producteurs et les productrices. Quand on commercialise ces produits et qu'on les exporte ailleurs, on n'a pas le choix de se conformer aux normes des différents pays, comme ceux de l'Union européenne. Des contraintes qui demandent souvent de l'adaptation à des acheteurs autorisés, comme Serge Dubois d'Appalache Nature. Au niveau de la sériculture, on souhaite d'avoir un contrôle de plus en plus parce que je pense que l'industrie de l'érable, son but, c'est de promouvoir un produit pur, un produit qui est naturel. Fait que c'est une des voies qui est très intéressante de ce produit-là. Ce qui intéresse justement les clients partout dans le monde. De là à avoir une importance de prendre conscience de s'il pourrait avoir des éléments indésirables dans le produit, puis de mettre des choses en place pour bien les contrôler, mais surtout pour les bonnes pratiques. Dans le cas des chlorates, c'est une question de bonne pratique qui fait qu'on peut complètement éliminer. C'est pas quelque chose qui est énormément répandu, mais qui doit être quand même... on veut s'assurer que le produit soit toujours un produit pur qui est renommé partout. Le chlore étant un produit qui a fait ses preuves pour le nettoyage, pour éliminer les bactéries, ben c'est quelque chose qui est approuvé au niveau des techniques de sanitation. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que ça soit avec un rinçage vraiment bien fait. Puis à l'époque, ben les acériculteurs avaient tendance à faire du mieux qu'ils peuvent, des fois parce que l'eau n'est pas tant disponible pour le rinçage, tout ça, puis ce qu'il pouvait avoir des traces qui pouvaient rester. En tant qu'être humain, ce qu'on a, c'est notre nez et notre goût. Hein? Fait qu'à partir de là, on pense que c'est bien rincé parce que ça sent pas le chlore ou ça goûte pas le chlore, mais il peut rester des résidus au niveau du chlorate dans le sirop. De plus en plus, là, on a des acériculteurs qui sont vraiment conscientisés par rapport à ça, puis il y a des nouvelles méthodes qui peuvent être utilisées, puis qui vont faire le même travail, mais il va complètement bannir ces chlorates-là qui pourraient se retrouver dans du sirop.
Les transformateurs de sirop d'érable exportent des produits dérivés dans plus de 70 pays. Si l'industrie veut continuer de s'épanouir à l'international, elle doit s'adapter aux différentes normes. Ce qui arrive à un moment donné, c'est comme le dicton, c'est que le client a toujours raison. C'est ce qui se produit au niveau du sirop d'érable. Partout sur la planète, il va y avoir des normes, il va y avoir des exigences pour pouvoir entrer un produit. Puis on n'a pas le choix de se conformer à ça. Des fois, ça va faire plus de sens. Des fois, c'est moins dans nos orientations, mais ça fait partie de notre devoir en tant qu'acheteur autorisé d'être à l'affût de tout ça pour que le produit soit toujours catégorisé comme le meilleur produit qu'il n'y a pas, naturel, santé, puis qui puisse se positionner dans les marchés internationaux. C'est vraiment un travail d'équipe. On a besoin d'avoir un produit qui est conforme au niveau des achats de sirop pour qu'on puisse le propulser dans les réseaux mondiaux. C'est quand on se promène un peu dans les marchés puis qu'on le vit, qu'on va dans les magasins. C'est là qu'on se rend compte que le sirop d'érable puis les produits de l'érable, ça n'a pas énormément d'impact pour ces gens-là. Ça n'a pas énormément de place dans une tablette. Ce qui fait que nous, on a les deux pieds dedans ici. On voit ça comme une industrie qui est quand même grande, mais la réalité, c'est que c'est tout petit sur la planète. Il faut être très à l'écoute de ce que les clients vont exiger, ce qu'ils vont faire. Puis nous, les acheteurs autorisés, on est un peu les porte-parole de ça. On doit se conformer de notre côté. Il faut savoir que certains pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, sont des portes d'entrée importantes pour d'autres pays. Donc, ça devient encore plus important de respecter ces normes. Et pour bien le faire, il faut que les différents acteurs de la chaîne de production collaborent. C'est pour ça que ça doit être un vrai travail d'équipe pour que le produit soit conforme déjà à la base, qu'on puisse vous communiquer aux producteurs c'est quoi qu'il y en est pour qu'on puisse faire progresser ce marché de l'érable-là qui est encore petit, mais qui peut prendre une belle expansion. Mais c'est un produit que les gens vont acheter parce qu'ils vont le trouver bon. Il apporte une qualité de vie au niveau gustatif. C'est ça qui est toute la différence du sirop d'érable. C'est pas une couleur que les gens vont acheter, c'est le goût. Puis il faut qu'on continue d'aller dans ce sens-là, puis c'est comme ça qu'on peut avoir cette belle valorisation-là du produit de chez nous. Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que on sent une vraie sensibilité des producteurs puis des transformateurs pour continuer de la progression de tout ça, parce que c'est un milieu qui évolue très, très vite. Le sirop d'érable, ça fait partie des mœurs, ça fait partie des méthodes qui sont là de longue date. Des fois, pour suivre la cadence, il y a des innovations, des technologies. On voit les gens adhérer, faire en sorte d'être en constante amélioration. Puis, c'est une jeune industrie, le sirop d'érable. Moi, je pense que cette coordination-là qui est grandissante avec le marché, les acheteurs, puis les producteurs, c'est vraiment dans le bon sens. Je suis très fier de ça parce que c'est toute une industrie ensemble qui fait que ça progresse. Si vous devez retenir une seule chose de tout l'épisode, c'est qu'une alternative existe et permet d'éviter tous les risques d'avoir des résidus de chlorate dans votre érablière. C'est l'alcool isopropylique. La place du sirop sur les tablettes des épiceries, partout dans le monde, n'est pas quelque chose d'acquise. Il faut mettre toutes les chances de notre côté si on veut continuer à percer le marché international et faire croître l'industrie. Dans cet épisode, vous avez entendu parler des normes sur les chlorates et de l'importance d'adopter les meilleures pratiques d'assainissement. N'hésitez pas à aller suivre les différentes formations offertes sur le sujet, à vous procurer les guides disponibles ou à faire appel à des conseillers acéricoles pour en savoir plus. Dans le prochain épisode, on vous présente 2 modèles différents de vente directe aux consommateurs, celui de Julien Dupasquier d'Érablement Bon et de Zoé Bisaillon du domaine du Cap. On aime vous lire, avoir vos commentaires, vos suggestions et vos idées de sujets. Écrivez-nous par courriel à lastationacéricole@gmail.com. Si vous avez aimé le balado, partagez-le donc à quelqu'un de votre réseau acéricole. Vous pouvez écouter les autres épisodes sur Apple, Spotify, YouTube et sur notre site web au ppaq.ca. Je m'appelle Mathieu, merci d'être à l'écoute et à très bientôt.